Cavaliers nomades du désert contre guerriers germains héritiers de la culture romaine. Rien ne pourrait plus éloigner ces soldats. Et pourtant, au début du 8e siècle, ces deux armées vont s'affronter pour le contrôle de la péninsule ibérique. C'est un véritable choc des civilisations qui s'annonce. Avant de nous intéresser aux premiers affrontements entre le royaume des Visigoths et le califat omeyyade, étudions tout d'abord la situation militaire de l'époque, et plus particulièrement la composition des armées, leur tactique et leur stratégie. Dans un premier temps, focalisons-nous sur l'état militaire du royaume des Visigoths. Naturellement, la situation déplorable dans laquelle se trouve l'armée visigothique ne peut être imputée au bref règne de Roderick, qui vient juste de prendre le pouvoir. Mais il est évident que toutes ces difficultés et contradictions ont culminé sous son règne. Une fois installés en Ibérie et après avoir absorbé les Suèves et expulsé les Byzantins, les Visigoths n'ont plus eu affaire à des menaces extérieures pendant près de 2 siècles. L'évolution militaire de la péninsule ibérique ne fut donc déterminée que par l'évolution des conflits internes qui ont empoisonné le fonctionnement du royaume. Ces conflits focalisèrent l'attention de la noblesse et de la hiérarchie ecclésiastique étroitement liées. Cela entraîna une dissociation progressive mais constante entre le pouvoir royal, la noblesse et le reste de la société, ce qui causa une dégradation progressive de l'organisation militaire visigothique. L'absence de menaces et de conflits extérieurs a exacerbé à l'extrême les luttes internes pour le pouvoir. Les efforts mutuels de la noblesse, du roi et du haut clergé pour se neutraliser ont engendré un profond ressentiment et un éloignement croissant du peuple. En théorie, les relations entre le roi et le peuple, en matière militaire, reposaient sur 2 aspects principaux. D'une part, la tradition germanique imposait à chaque noble de recevoir le service de tous les membres de son entourage, liés par un serment de fidélité en échange de sa protection, d'armes et de moyens de subsistance et d'une part du butin. Ainsi, le roi pouvait solliciter l'aide de tous les grands nobles, qui mobilisaient leur entourage, entraînant une mobilisation générale du peuple. D'autre part, il était également prévu que les hommes libres remettaient leurs biens à un grand propriétaire terrien en échange de sa protection et des terres. En retour, ils devaient fournir diverses prestations, parfois de nature militaire. Les monarques visigoths pouvaient s'appuyer sur l'un ou l'autre de ces fondements, ou sur les deux. Ils disposaient donc d'une base légale pour exiger de leurs sujets qu'ils se mobilisent pour la guerre lorsqu'ils l'ordonnaient. Cela était indispensable, car l'Espagne visigothique ne possédait pas d'armée permanente, à l'exception de la garde personnelle du roi et de quelques contingents stationnés dans les villes frontalières. Ces garnisons étaient principalement situées dans le nord pour prévenir les incursions des Francs et des Vascons. Toutefois, rien n'indique que dans le sud, une fois les Byzantins chassés, des mesures similaires aient été prises pour prévenir une menace comme celle des musulmans. Ainsi, lorsque les circonstances l'exigeaient, le roi faisait parvenir par l'intermédiaire de ses agents des ordres aux nobles et grands propriétaires hispano-romains pour lever les contingents prévus par la loi et se présenter à un lieu précis à une date déterminée. Cependant, le fait que les lois insistassent fréquemment sur cette obligation tout au long de l'histoire de l'Espagne visigothique montre bien qu'elle n'était pas systématiquement respectée. Certains nobles ne se présentaient pas, d'autres arrivaient en retard ou à un endroit différent pour éviter le combat, ou encore, ils se présentaient avec moins d'hommes que requis. C'est dans ce contexte qu'est donné l'ordre tragique du roi Chindaswint. En vertu de cet ordre, tous ceux ayant comploté contre les rois précédents furent exécutés, tandis que d'autres furent exilés. Sans la moindre pitié, leurs femmes, leurs filles et leurs biens furent distribués aux partisans fidèles du roi. Ces massacres et confiscations se prolongèrent une grande partie de son règne. Chindaswint parvint pratiquement à éliminer la noblesse wisigothe, hostile à son autorité. Dès lors, seuls subsistèrent les fidèles au roi, qui occupèrent des charges au sein du palais ou des postes de pouvoir dans les provinces, les villes ou l'armée. Cependant, en dehors de ces élites militaires,
la majeure partie des troupes se constituait de manière irrégulière et peu efficace. Au 7e siècle, il n'existait pas d'armée de frontière capable de repousser une attaque extérieure. Lorsqu'une incursion se produisait, les chefs militaires locaux, une fois informés, devaient rassembler des forces pour organiser la défense. La pénurie de soldats libres était telle que tout individu présent par hasard dans la région de l'attaque, dans un rayon d'environ 130 km, était obligé de se présenter au chef local et de participer à la défense. Tout homme ayant connaissance de l'attaque devait également se mobiliser, même sans convocation formelle. La pénurie était si critique que le clergé lui-même était soumis au service militaire. Cette insuffisance en effectifs découlait du non-respect fréquent des lois de mobilisation. Cela se manifeste par la récurrence des proclamations de lois exigeant la mobilisation et des décrets royaux insistant sur leur application. De plus, un des aspects les plus marquants de l'armée au 7e siècle était l'absence des classes libres en son sein. À cette époque, la majeure partie des forces militaires provenaient de la noblesse, des grands propriétaires terriens et de leurs esclaves. Cependant, même parmi ces groupes, la fiabilité n'était pas garantie. La loi du roi Égica sur les esclaves fugitifs en témoigne. Elle rapporte que de nombreux esclaves s'étaient enfuis à travers toute l'Espagne. Le but de cette loi était de les récupérer et de les remettre au travail. L'extrême sévérité de cette loi reflète toutefois l'impuissance du roi face à cette situation. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les rares documents disponibles indiquent un déclin de la loi et de l'ordre à la fin du 7e siècle. Bien que nous ne disposions pas de suffisamment d'éléments pour en identifier précisément les causes, il est clair que le nombre d'hommes libres aptes à intégrer les armées royales était extrêmement faible. En conséquence, la majorité des troupes étaient composées d'esclaves, qui eux aussi tentaient d'échapper au service en fuyant leur maître. Face à une telle situation, le roi Roderick disposait de peu de chances de succès contre les envahisseurs musulmans. Pour rémunérer les soldats mobilisés, le paiement ne se limitait pas à une solde monétaire, mais comprenait également des concessions de terres dont les bénéficiaires devaient reverser une partie des récoltes à leurs mécènes chaque année. La rémunération n'était cependant pas suffisante pour encourager les hommes à aller se battre. En effet, de multiples lois ont été promulguées en ce sens, sans guère de succès. Selon ces textes, tout magnat ne venant pas en aide à une autorité wisigothique attaquée par des étrangers ou des rebelles, à moins de 100 km de sa possession, ou ne répondant pas à l'appel royal, se verrait confisquer ses biens et exilé à la discrétion du roi. Si la personne était un homme libre, non noble, elle serait tondue, recevrait 200 coups de fouet et payerait une amende de 72 sous, étant vendue comme esclave si elle ne disposait pas de cette somme. En vertu de la même législation, tout noble de la cour, et probablement les gouverneurs provinciaux, acceptant des pots de vin pour ne pas envoyer au combat un membre de son entourage qui en avait l'obligation, devrait verser au roi 72 sous et une somme équivalente au quadruple du montant du pot de vin. Ces faits permettent d'imaginer la décomposition sociopolitique de la société wisigothique, et leurs répercussions tant sur les masses populaires que sur le moral et l'efficacité militaire des groupes qui, le cas échéant, devaient rejoindre les armées de leurs seigneurs pour participer au combat. Après avoir exposé les bases sociopolitiques de l'Espagne wisigothique, examinons l'organisation militaire sur laquelle reposait l'intégration et les services de ces forces. L'incorporation au service des armes se faisait par deux procédures, l'appel commun et la sommaten. Dans le premier cas, l'appel se faisait à l'initiative du roi, mais seulement dans certaines localités, car il s'agissait d'une mobilisation partielle touchant uniquement les magnats de ces régions. En revanche, la sommaten représentait une mobilisation générale, en cas de danger national, et obligeait les hommes ou unités résidant jusqu'à 130 km du lieu de mobilisation à se réunir, comme on en a déjà parlé auparavant. Les combattants intégrés par ces mobilisations étaient répartis entre les deux corps d'armée, la cavalerie et l'infanterie. La première était d'une importance militaire supérieure. Les unités wisigothiques étaient constituées de decanta, centena, quingentena, milena, regroupant des combattants de 10, 100, 500 et 1000 hommes, respectivement. Leurs commandants étaient appelés decanus centenarius, équivalent des anciens centurions romains, quingentenarius et millenarius. Ceux chargés de la distribution des vivres étaient appelés anonarios. Et lorsqu'il n'y avait plus de combat, d'autres personnages s'occupaient des négociations nommés directement par le roi.
Au-dessus des Millenarius, dans la hiérarchie militaire, se trouvaient les Tiufalos, qui possédaient des attributions complètes, non seulement en matière de commandement militaire direct, mais aussi sur le plan judiciaire et administratif. À l'échelon supérieur, directement lié au commandement militaire, on trouvait les comes, ou comtes. Les comes Spatorium étaient les chefs de la garde personnelle du roi, qui au fil du temps devinrent des titres honorifiques. Les comes exercitum, l'équivalent des anciens tribuns romains, étaient des généraux en chef pour une campagne déterminée. Enfin, les gardingos, ordre immédiatement inférieur aux comes et supérieur aux autres, commandaient, tout comme les comes, les unités de cavalerie, l'arme essentielle. Ils faisaient partie du cortège armé du roi, et avaient des fonctions non seulement militaires, mais aussi politiques et administratives. Leur rôle était primordial, car ils constituaient la base des fidèles du roi. L'armement wisigoth de l'époque combinait des équipements traditionnels et des innovations issues de la collaboration avec les Romains et de l'évolution technologique. Les protections incluaient des casques coniques, des armures en écaille ou en cuir et des protections pour les jambes et les pieds. L'armement offensif comprenait des épées, des lances, des haches, des javelots et des arcs. Les Wisigoths utilisaient également des machines de siège comme le bélier, la baliste, les catapultes et le scorpion. Des étendards, cornes et autres éléments complétaient l'équipement militaire. En complément, les unités de cavalerie étaient équipées de selles, de brides, de mors et d'étriers, indispensables pour la cavalerie lourde, tandis que des étendards et des trompettes servaient de signaux sur le champ de bataille. Comme nous l'avons mentionné en parlant de l'organisation militaire, les soldats wisigoths étaient répartis entre la cavalerie et l'infanterie, la cavalerie étant l'arme la plus importante. Il existe un consensus parmi les historiens sur le rôle majeur de la cavalerie jusqu'à la chute du royaume de Toulouse. Cependant, son rôle a diminué durant les derniers temps du royaume wisigoth, et celle-ci se réduit désormais au groupe de nobles proches de la cour royale. La cavalerie, bien qu'étant la principale force de l'armée, ne pouvait être ni très nombreuse ni permanente, ce qui affectait son efficacité. Les charges de cavalerie étaient l'élément tactique fondamental des Wisigoths. Les cavaliers étaient armés principalement d'épées et de lances, et pouvaient également combattre à pied. En ce qui concerne l'infanterie, elle jouait plusieurs rôles. Tirer à l'arc, la tâche la plus importante, défendre les villes et les forteresses, et soutenir la cavalerie lors des combats, notamment pour anéantir l'infanterie ennemie. Enfin, en termes de tactique, les Wisigoths utilisaient deux lignes de combat. La première, composée de la cavalerie, visait à percer le centre des forces adverses, qui pouvaient être composées de cavalerie ou de formations serrées d'infanterie. La deuxième ligne, formée d'infanterie, plus mal armée et souvent constituée d'esclaves, avait pour rôle de finir le travail en éliminant les groupes ennemis qui auraient été fracturés par les charges répétées de la cavalerie. Lors de l'attaque, les Wisigoths se regroupaient autour de leur roi, ou chef militaire, au centre des formations, un point stratégique dont la préservation était primordiale. Si le centre était perdu, la bataille était considérée comme perdue. En tant que peuple très attaché à son chef, les Wisigoths avaient une confiance totale dans la bravoure de leur roi ou chef militaire. C'est pourquoi le système électif de la monarchie wisigothique favorisait les ambitions des individus, mais cela entraînait souvent des luttes de pouvoir où les plus capables se neutralisaient ou s'éliminaient entre eux, laissant un vide de pouvoir et affaiblissant l'unité du royaume. Concernant la logistique de l'armée des Wisigoths, elle reposait sur les villes et les forteresses. Dans chacune de ces structures, un fonctionnaire appelé Erogator Anonae était chargé de distribuer les vivres aux troupes, et il était approvisionné par le comte ou un autre fonctionnaire appelé Anonae Dispensator. Si ces derniers ne fournissaient pas les vivres nécessaires, l'Erogator en informait l'officier supérieur, le comes exercitus, qui transmettait l'information au roi. En cas de défaillance d'approvisionnement, le comte et le dispensateur étaient tenus de compenser le manque de vivres à hauteur de 4 fois la quantité due. Ces mêmes règles d'approvisionnement s'appliquaient aux troupes en garnison et à celles en campagne. On le voit donc, l'armée du royaume wisigoth est en piteux état. Mauvaise organisation, mutinerie, pots de vin, le tout dans un contexte d'affrontement interne. Tout est réuni pour assister à un désastre. En face, c'est une véritable machine de guerre qui se dresse. Le califat omeyyade, qui a englouti les empires perses et byzantins en quelques décennies, traverse la Méditerranée et menace désormais l'Europe. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent mon travail et qui participent au développement de la chaîne, et à bientôt pour le prochain épisode.